de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrivé sur place de l'aube. Le détail de ce sommet avec Giscard Koussema, champion d'Angui, et bienvenue Kabamba. L'accord de partenariat économique global entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis a bel et bien été signé ce lundi 2 février 2026 au palais présidentiel Kasser Al Ouatam d'Abu Dhabi. Son Altesse, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ont personnellement co-présidé cette importante cérémonie. La signature de cet accord s'inscrit dans le cadre de la trilogie du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui prône la diversification de l'économie, la diversification des marchés et la diversification de partenaires. Au terme de cet accord, la République démocratique du Congo s'engage à pénétrer le marché émirati avec 6 000 produits de différents secteurs contre 7 000 produits d'origine des Émirats arabes unis. Principal signataire de cet accord, le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku, donne la quintessence de cet événement. C'est un événement historique dans l'histoire récente de la RDC. Vous savez, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, avait commencé par participer à l'Expo Dubaï 2020 qui avait été organisée en 2021. C'est de là que sont nées des grandes idées. La première, c'était effectivement de devoir mobiliser les partenariats d'ici pour construire un port, le port en eau profonde de Banana, en vue de réduire le coût logistique pour que nos produits soient compétitifs. La deuxième, c'était de devoir signer un accord pour d'abord cibler les secteurs de matières premières, parce que vous savez, à l'époque, toutes les matières premières de l'Est transitaient par des pays voisins pour atteindre cet espace. Et là, il a créé Primera Gold pour nous permettre de devoir structurer nos exportations, et on a commencé à exporter près de 9 tonnes d'or au lieu d'une dizaine de kilos qui se faisait pendant beaucoup d'années. Mais avec cette expérience, le président a compris qu'il fallait élargir maintenant la coopération avec les Émiratis à un niveau beaucoup plus global. C'est la raison pour laquelle il a demandé au ministère du Commerce extérieur de devoir commencer les discussions autour d'un accord économique global qui réunit à la fois le commerce des marchandises, le commerce des services, les règles d'origine pour savoir quels biens devons-nous échanger avec les Émiratis, pour connaître effectivement comment doit se faire le commerce électronique. Et c'est 2 février, nous sommes ici à Abu Dhabi pour finalement signer l'aboutissement de toutes ces discussions par lesquelles la RDC et les Émiratis signent cet accord qui lance un appel à nos opérateurs économiques que désormais nous allons échanger 6 000 produits que nous avons transmis à la partie émirati qui vont devoir entrer sur le sol des Émiratis ici. Vous savez qu'ils importent des États-Unis, ils importent de l'Europe, ils importent de l'Inde, ils importent du Brésil. Mais le coût logistique de tout ce qu'ils importent est très élevé. Voilà pourquoi on a commencé par le port en eau profonde de Banana pour réduire le coût logistique afin de permettre que les produits qui viennent de la RDC entrent ici au moindre coût, devenant ainsi compétitif par rapport aux autres produits à travers le monde. Donc cet accord pour le président, c'est un appel aux investisseurs privés que désormais le marché est là, parce que la trilogie que le président a lancée, c'est la diversification économique, c'est la diversification des marchés et c'est la diversification des partenaires. Et donc nous sommes dans cette trilogie pendant 2 à 3 ans pour permettre que désormais tous les produits de la RDC trouvent des marchés partout à travers le monde et que les secteurs privés se mobilisent pour en fait essayer un peu d'accroître nos richesses et cesser d'avoir un produit intérieur brut de l'ordre de 80 milliards pour que à l'horizon 2030 nous parlions d'un PIB de 500 milliards. Et je suis convaincu qu'avec ce partenariat qui signe la diversification des marchés des partenaires, la RDC d'ici 2030 va accroître les volumes. De la parole aux actes,
La diplomatie économique de la RDC franchit un palier majeur. Ce lundi, en début de soirée, le palais présidentiel des Émirats arabes unis a été le théâtre de la signature de l'accord de partenariat économique global entre Kinshasa et Abu Dhabi. Cet instrument juridique de haute portée scelle une alliance stratégique destinée à booster les investissements et les échanges commerciaux entre les deux nations. Succès diplomatique qui concrétise la vision du chef de l'État en faveur de l'émergence économique du pays, encore une fois, jusqu'à Koussema. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis ont conclu un accord de partenariat économique global qui vise à renforcer durablement leurs relations économiques, commerciales et d'investissement. Cet accord établit un cadre juridique moderne, transparent et prévisible, conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce OMC, afin de stimuler les échanges, attirer les investissements et soutenir le développement économique de deux pays. Cet accord sera signé aujourd'hui, lundi 2 février 2026, au palais présidentiel, en présence de son Altesse Mohamed bin Zayed Al Nahyan, le président des Émirats arabes unis, et du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État congolais est arrivé en milieu de nuit à Abu Dhabi pour co-présider cette importante cérémonie, fruit d'une importante diplomatie silencieuse entamée depuis l'année 2021. Le chef de l'État est accompagné de quelques ministres sectoriels, dont Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, Julien Paluku Kaongia, ministre du Commerce extérieur, et Louis Watoum, ministre des Mines. La ministre du portefeuille et la vice-ministre des Affaires étrangères sont aussi présentes ici à Abu Dhabi. Les deux parties ont mis 2 ans pour élaborer cet accord qui comprend 17 chapitres. Parmi les principaux axes de l'accord figure premièrement la libéralisation du commerce des marchandises. L'accord de partenariat économique global prévoit l'élimination progressive des droits des douanes, la suppression des restrictions quantitatives et la facilitation des échanges, ouvrant la nouvelle opportunité pour les exportateurs congolais et émiratis. L'autre axe principal de cet accord est la facilitation des échanges et modernisation douanière. Ici, l'accord met l'accent sur les procédures douanières simplifiées, transparentes et efficaces, réduisant les coûts et les délais pour les opérateurs économiques de deux pays. On note aussi dans cet accord les règles d'origine, des règles précises et claires qui garantissent que seuls les produits réellement issus des deux pays bénéficient des avantages tarifaires, favorisant la transformation locale et la création des valeurs. Un chapitre est aussi dédié à la promotion des investissements ici. Il est question de pouvoir protéger les investissements de la République démocratique du Congo et surtout son patronat. Un vent d'histoire souffle sur la province de la Mongala. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a foulé ce dimanche le sol de l'Issala, marquant ainsi les débuts d'une tournée placée sous le signe de la gouvernance des proximités. Ces déplacements revêtent un caractère exceptionnel. C'est une première pour la ville de l'Issala de recevoir un chef du gouvernement de genre féminin depuis l'époque de Cyril Adoula dans les années 60. Une visite riche en symboles et en promesses relatées par Emmanuela Commissaire Djokoukou. L'Issala en ébullition. Pour la première fois depuis les années 60, une femme première ministre foule le sol de la Mongala. Arrivée ce dimanche 1er février à l'Issala, première étape de sa tournée dans la Mongala, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a été accueillie par une population en liesse et les autorités provinciales conduites par le gouverneur Jean-Colin Makaka Papekaka. Objectif, gouvernance de proximité et réponse concrète aux urgences locales. Ça fait au moins 10 ans que je suis ici à l'Issala. Je n'ai jamais vu un premier ministre venir visiter l'Issala, notre province. Sur le terrain, accompagné de quelques membres du gouvernement,
La chef de l'exécutif central a lancé les travaux de modernisation de la voirie urbaine. L'avenue de l'aérodrome, longue de 3,5 km, sera bétonnée par l'OVD avec financement déjà disponible. Au total, 15 km des routes sont prévus pour l'Issala. Face aux érosions dévastatrices des Tabora et du lycée 1, elle a instruit l'identification des familles à reloger et le lancement des travaux de stabilisation. Oui, na gouvernement ya maman Judith Suminia, tomoni ba développement koti na province ya Mongala, banzele bandi kotongama, ba makambo sike koti, otomono kite tomoni en tout cas te féliciter président de la République démocratique. Judith Soumino Toulouka a également annoncé des chantiers majeurs, désenclavement avec le RN6 et le RN8, lutte anti-érosive et accélération du PDL 145 territoires. Vers une accélération du méga-projet Inga 3, c'est lundi 2 février, le Palais de la Nation a servi de cadre à la signature d'un protocole d'accord historique entre l'Agence pour le développement et la promotion du Grand Inga et l'Agence française de développement. Et c'était sous la présidence de la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, Madame Nicole Ntumba Boacha. L'éclairage sur les enjeux de cet accord avec Blandine Zovo, David Makanzou. C'est une étape majeure qui vient d'être franchie dans le cadre du renforcement des capacités hydroélectriques de la République démocratique du Congo. Le protocole d'accord signé entre l'Agence pour le développement et la promotion du grand projet INGA ADPI RDC et l'Agence française de développement AFD consiste à sceller les conditions de collaboration pour un accès à une électricité de qualité de la population congolaise dans le cadre du projet Grand Inga. L'acte que nous posons aujourd'hui pour sceller un acte concret, la signature de ce protocole d'accord, n'est pas une simple formalité administrative. C'est un pas décisif et hautement symbolique vers la matérialisation du projet Grand Inga, et plus spécifiquement de sa phase Inga 3. Ce projet, par essence intégrateur, structurant et industrialisant, constitue l'épine dorsale de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'émergence de notre nation et le rayonnement de la sous-région pour transformer le potentiel énergétique de notre pays en un moteur de développement durable pour la RDC et pour l'ensemble du continent africain. Le chef de l'État tient à ce que la population soit le premier bénéficiaire de tous les grands projets qui s'exécutent, lesquels touchent directement aux 6 piliers de son programme quinquennal. L'ambassadeur de la France en RDC, Rémi Maréchaux, et d'autres personnalités, parmi lesquelles les membres du cabinet du chef de l'État, ont également pris part à cet événement important. Au-delà de la symbolique politique à l'Issala, vous comprenez que nous retournons encore là, à l'Issala justement, l'heure est à l'urgence infrastructurelle. La route provinciale RP1 336, véritable poumon économique de la Mongala, est aujourd'hui menacée de disparition par deux têtes d'érosion d'une agressivité inquiétante. Profitant de la présence de la première ministre Judith Souminoa, l'Office de route a présenté un plan de sauvetage stratégique, l'analyse de la situation avec Rodé Panda. Confrontée à 2 têtes d'érosion actives, la route provinciale RP1 336, longue de 140,5 km, est menacée de coupure en 2. Elle présente un danger imminent à l'Issala, chef-lieu de la province de la Mongala. Face à cette situation alarmante, le directeur général de l'Office des routes, Janou Kikangalangoy, a présenté un projet technique de grande envergure à l'occasion de la visite de la première ministre Judith Souminoa. Le but ultime est d'arrêter définitivement l'avancée de ces érosions et sécuriser durablement cette route stratégique. Là, nous sommes sur la RP1. C'est un axe routier qui part d'ici jusqu'à la frontière avec
la province de Nord-Ubangi. La gravité de cette érosion, avec le directeur provincial, nous avons constaté que les devis pour exécuter les travaux est déjà disponible. C'est un devis chiffré à 7 millions de dollars. Donc nous avons ces devis que nous allons donner à notre ministre de tutelle pour voir comment une solution peut être trouvée. Des maisons ont été déjà englouties, faisant plusieurs familles sans abri. Pour faire face à l'urgence, le projet prévoit la stabilisation des sols, la construction d'ouvrages de drainage et des solutions techniques durables pour sauver le RP1 140. Un combat contre l'érosion, mais surtout un combat pour la survie et le développement. Vers un nouveau souffle pour le corps infirmier de la République, c'est lundi 2 février a marqué le coup d'envoi de travaux du 4e Conseil national de l'Union nationale des infirmiers du Congo durant 3 jours sous la direction du secrétaire général Joseph Kibangula Nkoko. Les professionnels de santé vont devoir se focaliser sur une réforme syndicale d'envergure. Les enjeux de ces conseils nationaux avec encore une fois Rodé Panda. Les infirmiers et infirmières du Congo, membres de l'Union nationale des infirmiers du Congo unique, se donnent 3 jours, soit du 2 au 4 février 2026, pour réfléchir sur la réforme syndicale, les rôles de l'unique dans le renforcement des compétences et la défense des droits professionnels. Le secrétaire général de l'unique, Joseph Kibangula Nkoko, qualifie ce conseil organisé à Kinshasa, la capitale, d'un moment décisif de par la valeur et l'importance des réformes engagées. Nous sommes les partenaires du gouvernement à travers le ministère de la fonction publique et de la santé publique, des finances et du budget, avec qui nous avons l'habitude de négocier. Pour être en ordre, nous nous sommes dit, nous devons revoir nos textes parce que nous devons nous adapter à la situation actuelle de ce que le gouvernement est en train de mettre en place. Raison pour laquelle nous avons décidé de nous organiser pendant les 3 jours ici, du 2 au 4, pour réexaminer nos textes qui régissent l'organisation et décider, prendre des résolutions, des recommandations qui seront aussi portées à la connaissance de l'autorité publique. Nous avons 8 matières à examiner. Nous avons les statuts qui ont été retouchés. Nous avons les règlements intérieurs, les règlements administratifs, le manuel de procédure, le règlement électoral, le code de bonne conduite. Au cours de ces assises, un accord de principe a été aussi adopté sur la formation de l'intersyndicale du secteur de la santé. Rapprocher les soins de qualité du plus grand nombre, la commune de Massina franchit une étape importante dans son offre de santé avec l'inauguration ce jour d'un centre de diagnostic moderne signé HJ Hospital. Ces nouvel établissement propose des consultations accessibles et surtout des politiques de réduction sur les examens médicaux de pointe. Le médecin directeur du centre a officiellement coupé le ruban symbolique. Découvrez ces nouvelles installations. Fini le calvaire pour la population de la commune de Massina et plus largement pour les habitants du district de la Tchango. Désormais, plus besoin de parcourir de longues distances pour bénéficier des soins de santé de qualité. Un nouveau centre de diagnostic moderne vient d'ouvrir ses portes à Massina dans l'est de la capitale. Une initiative du groupe HJ Hospital qui vise à améliorer l'accès aux soins spécialisés et à rapprocher le service médical des pointes des populations locales. Ce centre est doté d'équipements modernes permettant d'assurer plusieurs services essentiels, notamment l'imagerie médicale et les analyses des laboratoires, répondant ainsi aux besoins croissants en diagnostic précis et rapide. À l'occasion de son ouverture, la direction annonce d'importantes réductions sur certains examens médicaux allant de 20 à 100% afin de faciliter l'accès aux soins pour le plus grand nombre de la population. Outre le service de diagnostic, ces centres proposent également des consultations médicales à des tarifs accessibles, a précisé le médecin directeur des HJ Hospital, le docteur Joseph Bangambe. Nous sommes dans la logique du ministre national de la santé publique qui exige l'accessibilité des soins de qualité à toutes les couches de la population. Et donc c'est dans cette logique-là que nous accompagnons le gouvernement de la République en amenant le plateau technique de qualité, le soin de santé de qualité à toutes les couches de la population.
Avec l'ouverture de ces centres, HG Hospital entend contribuer au renforcement du système de santé en RDC et soulager des milliers de familles longtemps confrontées à la difficulté d'accès aux soins de santé de qualité. Paris gagné pour l'excellence technologique. La salle culturelle du centre du collège Boboto a servi de cadre le week-end dernier à la clôture solennelle de l'année académique 2024-2025 à l'école informatique de finance sous l'égide de la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Ces lauréats, désormais outillés pour relever le défi de la dématérialisation, s'apprêtent à injecter leurs compétences sur le marché de l'emploi pour booster l'économie numérique du pays. Retour sur ces moments de consécration avec Rodé Panda. La fin a été heureuse pour les étudiants de l'école d'informatique des finances et IFI, malgré de multiples difficultés socio-professionnelles enregistrées durant l'année académique 2024-2025. La détermination et l'engagement du corps professoral et des étudiants ont beaucoup contribué pour la réussite. Après une formation de qualité dont ont bénéficié ces apprenants en informatique, les réformes engagées étaient très utiles pour redonner à cette institution de formation des cadres et agents en informatique ses lettres de noblesse en tant que première école d'informatique en RDC, suivant les instructions et orientations du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Devant la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et Recherche scientifique et innovation, Marie-Thérèse Sombo, qui a présidé cette cérémonie de collation des grades académiques, assistée du représentant du ministre des Finances, son directeur de cabinet, le directeur général de l'école informatique, a présenté un bilan satisfaisant des activités académiques. Nous avons clôturé l'année malgré les difficultés et on s'est débrouillé pour former nos jeunes gens jusqu'à terminer l'année académique. C'est pour la première fois depuis la création de l'EFI qui est une collation de grades académiques à ce genre. Les finalistes ont reçu leur diplôme des mains de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et des autorités académiques de l'école d'informatique. Des conseils pour faire valoir les connaissances et compétences acquises avec le sens des responsabilités ont été prodigués aux lauréats appelés à les confirmer partout où les services les appellera, aussi bien dans les institutions publiques que privées. Puis cet accueil chaleureux réservé à la ministre d'État, ministre de l'Environnement, vous vous posez la question tout naturellement, où et pourquoi s'est-elle déplacée? Quel est l'objet de sa mission? Tentative de réponse dans ce reportage. La ministre nationale de l'Environnement et du Développement durable, la professeure Marie Nyangue Ndambo, est arrivée à Lubumbashi sous les coups de 17 heures par l'aéroport de Lalano. Marie Nyangue Ndambo a été accueillie à l'aéroport de Lalano par les agents et cadres de la coordination de l'environnement du Ratanga. La ministre Marie Nyangue Ndambo est venue booster son dynamisme pour la sauvegarde de l'environnement au Katangé et qui est pollué et par la production minière. Ce choix est dicté par l'urgence qui est des problèmes liés à la déforestation et des problèmes de pollution dans les zones minières. Pendant mon séjour, je viens là réfléchir avec les acteurs clés, dont la FEC, les entreprises concernées et la société civile, y compris l'administration de l'environnement, pour trouver des solutions durables à ces problèmes d'exploitation sauvage des ressources naturelles, de la forêt et puis de la pollution de l'eau due à l'exploitation minière. À la sortie de l'aéroport, elle a été ovationnée par une foule en liesse des membres du parti politique Union populaire africaine, UPA en sigle, qui lui a obligé de faire une marche à pied.
À Selembao, l'heure est à l'éveil de la conscience entrepreneuriale face aux défis du chômage qui fragilise la jeunesse. Charles Bamana, notable de la municipalité, voulais-je dire, et président de l'Union pour la démocratie et le développement du Congo, a pris son bâton de pèlerin lors d'un échange direct avec la jeunesse de sa commune. Il a plaidé pour la création de petites et moyennes entreprises et a martelé l'urgence de soutenir le projet générateur des revenus. Le détail de cette sensibilisation au cœur de Selembao dans ce reportage. Les jeunes de la commune de Selembao s'engagent à lutter contre le chômage et à promouvoir les projets générateurs de revenus. À l'initiative de Charles Bamana, président de l'Union pour la démocratie et le développement du Congo, ils ont échangé sur les voies et moyens de parvenir aux projets générateurs de revenus. Précisément, nous accompagnons le pouvoir en place, mais avec nos petits projets de développement, nous avons nos mamans, les jeunes filles qui sont mères. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prêchons par l'exemple. Le développement commence d'abord par toi-même. À l'UDDC, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de faire des plaidoyers pour qu'il y ait des quartiers propres. Là où il y a des ravins, nous donnons des moyens de substance pour que les jeunes de l'UDDC puissent montrer. Il faut prêcher par l'exemple avant que vous attendiez que le monsieur Blanc ou quoi vienne le faire. Donc nous, à l'UDDC, nous prêchons par l'exemple. C'est ainsi que nous parlons du développement. Qu'on laisse les soldats du peuple finir le travail qu'il a commencé. Tshisekedi est le seul aujourd'hui à sauver ce pays parce que l'existence du pays est menacée. Charles Bamana a également insisté sur la nécessité du retour de la paix et du renforcement de la cohésion nationale afin de consolider tout projet de développement. L'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République populaire de Chine, François Balumwene, a été honoré ce jour à l'université de Kinshasa. L'illustre diplomate s'est vu décerner le titre de docteur honoris causa pour ses services distingués et ses accomplissements exceptionnels dans divers domaines de la vie nationale et internationale. La cérémonie empreinte de prestige s'est déroulée au chapiteau de l'Unikin sous la présidence du recteur, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, le temps fort de cette collation de grade dans ce reportage. L'université de Kinshasa ne cesse d'honorer ceux qui se sont distingués dans les différents domaines de la vie. François Balumwene Nkuna, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC auprès de la République populaire de Chine, a été honoré par l'octroi d'un diplôme honoris causa. Devant le jury mixte, composé d'éminents professeurs des universités, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, recteur de l'université de Kinshasa, a ouvert la séance suivie de la lecture des décisions convoquant la remise de ces titres honorifiques à ces dignes fils du pays. François Balumwene Nkuna a su s'impliquer personnellement pour que l'université de Kinshasa, l'Institut facultaire des sciences agronomiques de Yangami et l'INERA bénéficient d'un partenariat stratégique avec les universités chinoises. Ce sont les universités qui sont le moteur du développement du pays. Il faudra qu'on arrive à faire de nos universités et instituts supérieurs les centres de réflexion pour le développement, les centres de recherche pour le développement de notre pays. Après l'analyse, le président du jury, le professeur Emmanuel Luzolo Bambi, a autorisé l'octroi du diplôme honoris causa à l'ambassadeur François Balumwene Nkuna. Agissant conformément aux textes légaux régissant les sursis en RDC, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba a déclaré François Balumwene titulaire du diplôme honoris causa de l'université de Kinshasa. Les toges, les diplômes et les insignes de la colline inspirée lui ont été remis à la satisfaction de tous. Signalons que François Balumwene Nkuna est un ancien de l'université de Kinshasa où il a étudié les sciences économiques. Il a commencé sa carrière de diplomate en 1980 et a occupé plusieurs postes. C'est par la signature dans les livres d'or de l'Unikin que s'est clôturée cette cérémonie.
Au Kasaï central, la parole présidentielle se transforme en impératif de terrain. Au lendemain du séjour du chef de l'État dans la province, l'heure est désormais à la rigueur et aux résultats palpables. Sous l'impulsion directe du ministre des Infrastructures et Travaux publics, le directeur général de l'OVD a lancé une inspection stratégique de l'ensemble des chantiers en cours à Kananga. Les points sur cette opération des suivis avec Gaëtan Magalano. Hommes, femmes, jeunes, tous venus des différents territoires à travers l'espace du Grand Kasaï se sont réunis à l'initiative de Donald Kabasele Idiaba, initiateur de Fodoka, pour mettre en place une synergie des forces derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la lutte pour le retour effectif de la paix dans la partie est du pays occupée par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et de l'AFC. Dans un même langage, ils ont également dénoncé l'implication et l'utilisation des enfants dans l'exploitation des ressources minières. C'est ici l'occasion de dénoncer avec la toute dernière énergie les pratiques bellicistes de ces groupes terroristes qu'on appelle AFC M23 qui enrôlent de force les enfants, qui leur donnent par force des armes, qui envoie ses enfants à se battre alors qu'ils sont sans défense et ces derniers tombent sur la scène des opérations. Signalant que la défense des valeurs démocratiques, d'égalité et de justice pour tous est entre autres le cheval des batailles de Donald Kabasele. Il a rappelé à l'occasion de cette rencontre d'échange de vœux. Mais à culpa, vous venez de suivre là la rencontre de notables du Kasaï qui se sont retrouvés pour l'échange de vœux. L'élément que j'ai eu à annoncer, vous le suivrez, ou ce reportage, vous le suivrez dans nos prochaines éditions. Suivez à présent ce 9e anniversaire de la mort de Tiane Tshisekedi Wamulumba, père de l'UDPS. L'Union pour la démocratie et le progrès social s'est souvenue d'Etienne Tshisekedi Wamulumba à la faveur de la commémoration du 9e anniversaire de sa mort survenue à Bruxelles, en Belgique. Cette année, la cellule mère délimitée a placé cette commémoration sur les scènes de la paix. Tout son combat était centré sur l'homme, le bien-être social, le progrès social, et qui s'est résumé en une phrase: le peuple d'abord. Etienne Tshisekedi est un modèle pour nous, pour la jeunesse. Les gens reviennent sur les traces d'Etienne Tshisekedi pour s'inspirer de son combat. Il n'a pas mené cette lutte pour rien. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. C'est l'un des héritages qui nous a légués. Aujourd'hui, nous avons Fachi Beton qui est président de la République. Mais les gens oublient que la sémence qui a été jetée, c'était la mort. Le combat d'Etienne Tshisekedi jusqu'à sa mort. Etienne Tshisekedi a mené un combat noble de la dignité de l'homme congolais. Et aujourd'hui, nous devons honorer sa mémoire par notre façon de nous comporter. Le Sphinx délimité faisait partie de cette cellule mère et les Congolais se souviendront longtemps de son combat pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo. L'intégrité de l'arbitrage congolais triomphe sur la scène continentale au cœur d'une vive polémique lors de la finale de la dernière CAN au Maroc. L'arbitre international Jean-Jacques Ndala voit son honneur rétabli. Après examen, la Confédération africaine de football a officiellement blanchi l'officiel congolais, saluant son impartialité et la justesse de ses décisions sous haute pression. L'analyse de cette reconnaissance avec Guy Matundu dans cette chronique. Jean-Jacques Ndala Ndambo, le sifflet qui redore le blason de la République démocratique du Congo. Lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations au royaume chérifien, tous les projecteurs de l'actualité étaient braqués sur lui. Il a veillé à l'équité, au respect des règles, à la justice du football. Sa désignation par la Confédération africaine de football pour diriger non seulement le match d'ouverture, mais aussi la finale n'est pas le fait du hasard. Elle est un gage de confiance, une reconnaissance. Cette désignation relève d'un message clair.
Le sérieux appelle le sérieux. Le jury disciplinaire de la CAF vient de le laver de tout soupçon. Jean-Jacques Ndala, qui a été innocenté, incarne une autre image de la RDC, une image trop souvent éclipsée par les récits de guerre et parfois le fatalisme. Jean-Jacques Ndala Ndambo prouve que la RDC, ce n'est pas seulement la douleur et les crises, c'est aussi l'excellence, la rigueur et la compétence. Dans un univers de football, souvent secoué par la polémique et la suspicion, son nom revient avec un qualificatif rare, incorruptible. Les professionnels et autres acteurs du football saluent un arbitre droit, impartial, juste et constant, qui ne tremble ni devant les stars, ni devant les enjeux. Un arbitre qui fait respecter les jeux sans calcul ni compromission. Être arbitre, c'est être capable de décider en une fraction de seconde sous la pression des millions de regards. Jean-Jacques Ndala le fait si bien, avec autorité, dignité et un calme olympien. À travers son sifflet, c'est la RDC qui officie, une RDC travailleuse, une RDC qui gagne le respect par le professionnalisme. Après la CAF, c'est la Fédération congolaise de football qui le félicite. Dans un communiqué officiel, l'instance fêtière du football congolais salue la bravoure d'un arbitre qui a porté haut les couleurs de la RDC sur la scène continentale. Les polémiques n'ont pas entamé le capital de confiance que la fédération a placé en lui. Ce message rappelle que le Congo croit en ses talents, les soutient quand ils sont éprouvés et assume leur excellence quand elle est reconnue. Contesté sur le terrain, examiné par les instances, soutenu par son pays, Jean-Jacques Ndala sort de cette finale grandi et confirmé. D'ailleurs, la CAF désignée parmi les arbitres africains qui vont officier de matchs à la Coupe du Monde au Mexique, aux USA et au Canada. Par son parcours, il rappelle à toute une nation que l'honneur du pays se construit aussi par la droiture, le sérieux, la compétence, la rigueur, le patriotisme et le nationalisme. Le Maniement se souvient de l'icône de la lutte pour la démocratie à Kindu, le membre de l'Union sacrée, avec en tête l'UDPS, ainsi que plusieurs couches de la population se sont mobilisées pour rendre un hommage vibrant au héros national, Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba. Le récit de cette journée de commémoration avec Marie-France Zaina. Les membres des partis politiques de l'Union sacrée, accompagnés de leur parti phare UDPS et certaines couches de population, ont répondu présents à la cérémonie d'hommage au docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, juste 9 ans après sa mort. Un culte d'action des grâces a été organisé pour cette fin à l'église catholique dans la paroisse du Saint-Esprit de la ville de Kindu. Officiant du jour, l'abbé Louis Mouteba s'est basé sur les Saintes Écritures dans le livre de Matthieu 5, verset 1 jusqu'à 12 et de Romains 6, verset 3 jusqu'à 9. Pour offrir une prière en sa faveur pour qu'il se tienne devant la face du Seigneur au jour de la résurrection. Et tous les trois représentants des trois fédérations de l'UDPS province du Maniema ont bien témoigné de l'engagement de ces défenseurs de la démocratie, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Présent à cette rencontre, le coordonnateur adjoint des partis politiques, membre de l'Union sacrée, Dr Kibungi Mutanga Junior. Par contre, le président fédéral adjoint de l'UDPS Kindu, Atibou Moulamba, Augustin, a invité le peuple congolais à l'unité et à barrer la route aux ennemis de la démocratie. Nous sommes venus nous souvenir d'un homme aux qualités exceptionnelles, d'un modèle dans plusieurs domaines de notre vie. Un modèle de détermination, un modèle d'abnégation, un modèle de sacrifice. C'est lui-là même qui a refusé les luxes, les conforts, pourvu que le peuple gagne. C'est lui-là même qui a mené une lutte farouche contre la mauvaise gestion de la chose publique sans recourir aux armes. La BESECO s'est réunie au centre des œuvres féminines de Mitendi dans la commune de Mongafula pour une célébration placée sous les signes de l'engagement et de la ferveur nationale. L'événement marquait l'entrée en fonction de Madame Annie Boamé au poste de secrétaire générale de la communauté. Le récit de cette journée dans ce reportage.
Devant les fans de la communauté baptiste du Congo venus de l'ensemble du territoire, réunis au centre de développement des œuvres féminines des Mitende en retraite des prières pour la dédicace, la restauration de la paix en RDC et l'action des grâces pour l'élévation de leur aumônière, la révérende pasteur Animo Lebaomé. Cette dernière a été élue comme la toute première pasteur femme à occuper une haute fonction de secrétaire général et représentante légale adjointe suppléante du révérend Philippe Mazamba, secrétaire général dans l'histoire de la SEBECO depuis sa création en 1978. La révérende Annie Mollet, qui a présidé cette cérémonie, a fait une prière pour le retour de la paix et le développement du pays. Je suis venu aussi lancer le mois de la SEBECO, le mois où les missionnaires sont arrivés dans notre pays. Pendant ces mois, nous sensibilisons nos membres pour s'engager de plus en plus dans l'œuvre du Seigneur. La SEBECO est impliquée dans l'évangélisation et dans l'engagement social dans ces pays. Je dis bientôt 150 ans. Nous voulons dire aux mamans de se réveiller et de continuer à servir le Seigneur dans cette église qui est implantée ici en RDC. Après cette journée, la nouvelle secrétaire générale s'est rendue à l'église de SEBECO à Lemba où elle a lancé le thème quinquennal de son mandat sur la reconstruction de la SEBECO avec le thème « Levons-nous pour rebâtir l'autel des dieux ». Le prophète Dr Jules Mulindwa a été élevé au rang de lauréat du Grand Prix mondial pour la paix ce dimanche 1er février à Kinshasa. Cette distinction décernée par l'Observatoire africain de la sanction positive et des valeurs de la paix a eu lieu au temple de l'église pentecôtiste Lumière du Monde dans la commune de Lemba. Retour sur le temps fort de cette célébration avec Eddie Chala. Cette cérémonie de remise du Grand Prix mondial pour la paix au prophète Dr Jules Mulindwa s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires, ecclésiastiques et académiques. Le professeur Esther Landou, membre de l'Observatoire africain de la sanction positive, a expliqué le pourquoi du choix à l'envoyé des dieux et scientifique Jules Mulindwa souligna son engagement pour la paix, son sens de responsabilité et ses valeurs humaines, sans oublier son attachement à la patrie. Prenant la parole après avoir reçu sa marque de distinction composée d'un ruban blanc, un drapeau symbolisant le Grand Prix mondial pour la paix et un trophée en forme d'étoile décerné par l'OASP, le prophète Jules Mulindwa a dédié ce prix au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour ses efforts en faveur de la paix en RDC. Mais surtout, ndengeza ya kimia. Excellence, diplôme oyo. Na pesi yango lelo na tata mokonzi ya mboka. Comme ce diplôme porte sur la paix, je le dédie au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Je l'affirme aujourd'hui, depuis que le Congo est Congo, on a rarement vu un tel engagement en faveur de la paix. Oyo alingaka mboka o lokola fachi beto te. Abordant dans un même angle, le professeur Kabouik Mouyej, commissaire général de cette structure, a affirmé que le choix porté sur le prophète Mulindwa Jules repose sur les œuvres concrètes en faveur de la paix. C'est ici que s'achève cette dernière édition de la journée réalisée par André Njeka et Ernest Boli et Coco. Je suis Jacques Chibobo, mais j'ai très bonne suite de programmes sur nos antennes et d'avance une excellente nuit à tous. À très bientôt. Servir au cœur du territoire des Mahagi. C'est les thèmes au centre de la journée promotionnelle organisée à Mahagi, dans la province de l'Ituri, par le Fonds de promotion de l'industrie FPI. Une journée qui a sanctionné les lancements des activités promotionnelles du FPI dans cette partie de l'Est de la RDC. C'était un reportage réalisé par la cellule de communication et presse de cet établissement public. À Mahagi, dans la province de l'Ituri,
le Fonds de promotion de l'industrie FPI a organisé cette semaine une journée promotionnelle placée sous le thème « Proximité et performance, servir au cœur du territoire de Mahagi ». Dans son discours d'ouverture, Louvain Moulumba Ilunga, adjoint au directeur provincial FPI Bunia, a souligné que cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise à rapprocher les services publics des populations et à promouvoir le développement économique à la base. Il a également salué l'engagement du gouverneur de la province de l'Ituri, Johnny Nkashama Luboya, en faveur